La parole est au collègue Aja. Bien, merci. Désolé du retard. Je vois qu'on m'a assigné beaucoup de missions. Bon, on va faire simple parce que je pense que le temps est court. C'est surtout les questions qui sont importantes. D'abord, la réalité du rapport de l'adresse, quel est-il? Aujourd'hui, les données qui ont été exploitées par l'adresse, je rappelle que c'est un institut statistique spécialisé dans le domaine de la santé qui est lié à l'État, c'est un outil d'État. Eh bien, ces données datent de 2019. Donc, entre guillemets, nous pouvons utiliser le terme RACI, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de sens en 2023. Elles ne correspondent plus à nos réalités. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plusieurs biais aussi qui ont été démontrés. C'est qu'il y a d'abord des biais méthodologiques, puisqu'il n'y a pas eu de concertation et il n'y a pas eu finalement de contradictoire avec les autorités sanitaires locales. Je parle des directeurs généraux d'hôpitaux, je parle des directeurs généraux d'ARS, et donc je parle aussi des équipes pluridisciplinaires qui sont au quotidien en train de gérer et assumer la notion de prestation de services publics de soins, donc de services publics de soins pour les peuples et populations de nos territoires. Cette réalité-là fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons donner que très peu de considération aux conclusions de l'adresse. D'ailleurs, leurs conclusions font que dans des territoires de manière très anormale, ils proposent à ce que des coefficients géographiques soient même diminués. Je parle de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors que quand on dit 2019, ça veut dire qu'on ne prend pas non plus en compte une crise sanitaire majeure, la crise Covid. Donc vous pensez bien que quand vous vous basez sur des données que vous considérez non exploitables, parce qu'en fait, ils ne sont pas allés jusqu'en 2022. Pourquoi? Ils disent que statistiquement, ce n'est pas exploitable. Ça veut dire qu'on efface la réalité de 2020, 2021, 2022 de la tête de nos territoires. Et surtout, on offre au gouvernement un creux important dans lequel il peut se permettre de se dire, bon, ben, sous la base de 2019, voici la décision que je prends sur tel financement, parce qu'un coefficient géographique, au-delà d'être une correction, c'est surtout un financement complémentaire pour assumer des réalités différentes, mais aussi des surcoûts importants, mais aussi des difficultés majeures dont le Covid fait partie. Donc, vous pensez bien que l'étude de l'adresse, même si elle a le mérite d'exister, il faut le saluer, parce que la dernière étude de l'adresse date de 2016, on est en 2023. Donc vous imaginez que autant de temps, ça veut dire déjà, je considère que ce n'est pas respectueux vis-à-vis de nos territoires, de nos peuples et de nos populations, dans le respect de le cadre de la République française, de considérer que nous avons pas besoin justement de fournir à l'État des données à jour de la réalité du fonctionnement de nos hôpitaux. Et quand je parle de fonctionnement, je ne parle pas d'argent, je parle d'offre de soins, je parle de prise en charge, je parle de traitement, je parle de sauver des vies, je parle aussi de qualité de soins, je parle aussi de solidarité, je parle aussi de développer le génie local qui existe parce que nous avons des maladies qui sont propres à nos territoires. Je parle notamment en termes de santé environnementale, si je pense au chlordécone ou à la sargasse. Nous avons développé, et à la dengue, ne serait-ce que la dengue aujourd'hui, qui commence à se développer en France. C'est-à-dire que la France continentale aurait bien besoin justement d'utiliser nos expérimentations. Le fait que nous soyons des laboratoires dans certains types de maladies, notamment de santé environnementale, pour justement se préparer à anticiper des situations de dengue hémorragique qui pourraient se développer sur le territoire hexagonal. J'ai pris cet exemple-là. Bien, je ne vais pas élargir plus loin. En tout cas, il y a de nombreux biais au niveau de l'adresse qui ont été marqués, notamment toutes les questions de surcoût de maintenance. On a le sentiment que la maintenance dans nos territoires des matériels n'existe pas. Elle est quasi gratuite. C'est-à-dire que les matériels se réparent tout seuls, ils s'entretiennent tout seuls, et en gros, ils fonctionnent tout seuls. Donc, il n'y a pas du tout de prise en compte ni de la maintenance, ni de la vétusté accélérée des matériaux, des biens aussi, de tout le matériel médical qui est utilisé au service des patients, parce que notre climatologie, nos singularités climatiques font que, eh bien, ça s'abîme plus vite. On a l'air marin, on a ces réalités-là qui font que, au-delà de la maintenance, la durée de vie des matériels, non seulement ils sont plus coûteux à faire venir, mais en plus, à entretenir ça coûte, mais en plus, ils durent moins longtemps. Donc, il y a une difficulté majeure qui fait que, en plus de tout cela, à l'origine, mais là on ne peut pas le modifier,
le fait de pouvoir faire de la T2A, donc de la tarification à l'activité, n'est pas du tout, et on le voit bien dans la réalité de l'utilisation de cette tarification à l'activité, dans nos territoires, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'égalité des soins, on a même une rupture d'égalité des soins, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc j'ai parlé des difficultés et des contestations fortes que le rapport reporte en termes de constat. Attention, nous ne sommes pas sur du jugement, nous sommes sur du constat, parce que nous aussi, nous avons fait des auditions avec les DGRS, avec les directeurs d'hôpitaux, avec les différentes, on va dire, forces vives de nos territoires sur le plan sanitaire. La question des surcoûts, je l'ai évoquée aussi en disant qu'elle n'a pas été prise en compte suffisamment. Alors, je ne sais pas où la limite de mon intervention est, puisque je ne sais pas laquelle Jean-Philippe va faire. Est-ce que vous voulez que j'intervienne sur la question des sous-effectifs? Tu fais le sous-effectif? Donc, je voulais que j'intervienne sur... Parce qu'on s'était réparti les thématiques. Oui. Non, mais vas-y. Dis tout ce que tu as dit. Bon. Donc, j'ai parlé du rapport de l'adresse sur lequel on a discuté. Mon collègue Khalifé parlera certainement des autres types de financement parce qu'effectivement, le coefficient géographique n'est qu'un élément de financement. Mais c'est vrai que sur la question financière qui est posée comme un préalable à la question de l'offre de soins et de la qualité des soins, ce qui nous, politiques, nous intéresse, ce n'est pas simplement le moyen que représente l'argent, c'est l'organisation et la structuration des différents hôpitaux de nos territoires qui ont un rattrapage. Parce que je rappelle que nous ne sommes pas simplement issus d'une crise Covid, nous existons bien avant et que, historiquement, nos hôpitaux n'ont pas reçu l'équité de traitement telle qu'elle aurait dû le recevoir par rapport à la réalité des difficultés, on va dire, de thérapie à mettre en place, aussi bien qualitativement que quantitativement. Je pense à la désertification médicale, au fait que nous ne soyons pas attractifs médicalement, même avec les 40% aujourd'hui qui sont rétablis pour les fonctionnaires d'État que sont les médecins, les soignants, parce qu'aujourd'hui, alors là, un problème se pose, et ça, je veux le dire ici, nos auditions ont démontré que c'est très bien qu'il y ait cet alignement, cette harmonisation pour permettre à ce que moi j'appelle une prime de vie chère, et j'insiste, contrairement à ce que certains considèrent être une surrémunération. Il y a une prime de vie chère parce que la vie est plus chère dans nos territoires. La vie est excessivement plus chère dans nos territoires. Donc c'est une prime de vie chère, sauf qu'aujourd'hui, d'après ce que nous savons, il y a une fragilisation par rapport à cette réalité d'augmentation de charges, parce que ça représente une charge. Est-ce qu'en face, l'État, qui a 100% de la compétence santé publique, je répète, 100% de la compétence de la santé publique, même si territorialement, il y a des vocations à développer un volet de promotion de la santé, mais la compétence santé, le pouvoir santé, il est vraiment centralisé État. Et donc, cette réalité de savoir est-ce que la compensation à 100% de cette augmentation de charges qui représente pour l'hôpital, c'est 20% supplémentaire, parce qu'en gros, les médecins étaient à 20% de plus. Maintenant, ils vont passer à 40%, donc 20% de plus 20%, ça fait 40%. Mais il faut pouvoir avoir la recette en face qui permet de payer en charge. Et donc, il y a une inquiétude qui est portée par les directeurs généraux d'hôpitaux à cet effet. Nous avons relayé cette inquiétude auprès des ministères de façon à garantir qu'une décision, pour qu'elle soit opérationnelle, soit effectivement traduite financièrement par le respect de la recette qui va en face de la dépense posée par les hôpitaux, parce que sinon, ça va accroître la difficulté des hôpitaux. Un autre problème qui rejaillit à travers ces auditions et qui est traduit en conséquence dans la problématique de la révision du coefficient géographique, quel est-il? C'est le fait que même les hôpitaux d'État payent plus tardivement, avec beaucoup de jours de retard, plus d'une centaine, voire 200 jours de retard dans certains cas, les prestataires privés, donc les entreprises qui travaillent pour ces hôpitaux. Conséquence, ces entreprises sont obligées d'augmenter les prix, donc de demander plus cher la prestation, parce que les hôpitaux n'ont pas les trésoreries qui permettent de régler les dettes des prestations effectuées par les entreprises au moment où elles sont effectuées. D'ailleurs, souvent, l'État finance en trésorerie en fin d'année les hôpitaux, et on a posé le problème en se disant qu'il y a un problème de timing, parce que ce n'est pas normal de financer en fin d'année, et donc de faire en sorte qu'on fragilise le tissu économique territorial de nos territoires, alors que si cet argent arrive bien plus tôt,
eh bien, il peut y avoir de la réactivité et des délais de paiement des entreprises qui sont moins élevés. Je pense qu'ils sont même plus élevés que certaines collectivités territoriales que l'on cible systématiquement, alors que pour payer, il faut avoir la recette. C'est ça l'enjeu. Pour payer, il faut avoir la recette. Donc, si l'hôpital n'a pas la recette, eh bien, l'entreprise n'est pas payée. Ça veut dire que l'entreprise qui a fait le travail a des salariés aussi à payer. Il faut qu'il assume. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses. Donc, il y a des conséquences extrêmement graves au niveau économique du fait de retard de trésorerie, du fait de retard de paiement des hôpitaux. Et ça, c'est important à le marquer. Alors, pour terminer, peut-être parce qu'il faudrait peut-être aussi que je laisse la parole, ce que je dirais, moi, sur la question des effectifs. Dans les auditions que nous avons eues, moi, j'ai entendu, notamment de la part des directeurs, je ne critique pas les personnes, qu'on soit clair. Hein. Ma position est une position critique vis-à-vis des idées et des comportements, pas des propos, des propos, mais pas des personnes. Je respecte les personnes dans leurs fonctions. Le directeur d'hôpital doit être respecté. La directrice générale de l'ARS ou le directeur général de l'ARS doit être respecté. Néanmoins, dans le comportement, dans l'attitude, dans les propos, dans les idées qui sont développées, il y a un problème. On parle de sous-effectifs dans certains hôpitaux. Ça veut dire que certains directeurs d'hôpitaux de l'État auraient décidé sciemment de recruter plus que ce qu'il était possible et donc de charger la barque. Moi, je considère que cette manière d'aborder la situation rend responsable l'État de ce qui se passe. Déjà, parce que c'est un choix personnalisé par un représentant de l'État lui-même. Alors, certains disent que c'est pour avoir la paix sociale. Personnellement, je considère que même si une personne représente une masse salariale, donc un salaire à payer avec des charges, oui, c'est normal, mais en face, il y a quoi? Il y a l'énergie, il y a le temps, il y a la compétence. Et ça veut dire que si la personne a été recrutée dans un mauvais domaine, et si elle est titularisée, et que donc, en tant que titulaire, elle ne peut plus ne pas être dans les effectifs, c'est un fait, mais ça veut dire qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça existe dans tous les domaines, où on permet à quelqu'un qui rentre brancardier dans une structure de pouvoir évoluer à l'intérieur de la structure. Je prends un exemple tout bête. À l'hôpital de la Ménard ou à Clarac, en Martinique, on a besoin d'un secrétariat pour répondre aux personnes qui sont atteintes de cancer, qui n'ont pas de cellules d'écoute et qui ne peuvent pas être accompagnées parce qu'il n'y a pas de parcours de soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que former quelqu'un à être assistante ou secrétaire pour écouter, pour recevoir des appels, c'est possible à partir de la formation interne de personnes qui sont recrutées. J'ai pris cet exemple-là concret pour dire quoi? Que ce qui peut apparaître comme une charge financière pour les hôpitaux, c'est aussi une richesse humaine qui permettrait aux hôpitaux, si ces personnes-là sont formées convenablement, d'occuper des fonctions aujourd'hui pour lesquelles il n'y a personne. Parce que dans l'organigramme, nous savons bien que dans le maillon de fonctionnement de l'offre de soins, nous avons besoin d'administratifs, nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin de brancardiers, nous avons besoin de soignants et nous avons besoin finalement d'une coordination de l'ensemble. Et donc ça nécessite que chaque personne soit à sa place en équipe avec une direction et un management qui se mettent en place. Et c'est pour ça que je considère que l'accusation qui est portée de dire il y a des sous-effectifs, pour moi, d'abord, elle n'est pas correcte dans le sens où si comptablement c'est vrai, humainement c'est faux parce qu'il suffirait à la politique de l'hôpital de décider de former ces gens pour qu'ils occupent des fonctions plus valorisantes même pour elles et qui permettraient à l'hôpital de mieux fonctionner en termes de services publics de soins et surtout d'accompagnement à la fois des patients qui viennent à l'hôpital mais aussi des familles. Je m'arrête là, mais j'aurai d'autres choses à dire après, certainement.